Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Comment l'activité minière a-t-elle pu et peut favoriser un développement socio-économique et territorial soutenable? Comment s'appuyer aujourd'hui sur cette ressource pour développer les activités de demain? C'est le thème d'une étude que vient de rendre publique le CNRT et qui va être au cœur de ces discussions aujourd'hui sur le plateau des Jeudis de l'économie. Nous en parlons avec deux invités avec nous en plateau, Médéric Suon qui est manager des programmes scientifiques au CNRT et Gilbert David qui est directeur de recherche à l'IRD dont la spécialité est géographe de la mer et des îles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes en ligne avec Samuel Gorouna qui est maître de conférence en économie à l'UNC qui est en direct depuis Bako. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour revenir sur cette étude. Alors, avant de rentrer dans le contenu plus précisément de cette étude, Médéric Suon, un mot quand même sur le CNRT pour rappeler qu'est-ce que c'est que cette structure. Merci Jean-François. Donc, le CNRT, c'est un groupement d'intérêt public qui, depuis 15 ans, génère de la connaissance sur le secteur nickel et son environnement. Et donc les membres du CNRT, que ce soit les collectivités, les institutions et bien sûr les industriels du nickel, ont souhaité en 2019 lancer une étude sur l'impact de la mine sur l'évolution des territoires. Et cette étude a bien sûr été lancée dans un contexte où on avait des premiers retours de l'établissement des nouvelles usines, l'usine du Nord et l'usine du Sud, et il nous semblait intéressant de faire appel à nos partenaires donc, que sont l'UNC et l'IRD pour justement avoir une approche géographique et économique sur tous les impacts positifs et négatifs qui ont pu avoir lieu à différentes échelles, que ce soit le territoire, la commune et les individus. Alors, est-ce que ça a été compliqué de réaliser cette étude, sachant que la situation du nickel en général et des usines en particulier a quand même pu évoluer assez considérablement entre 2020 et aujourd'hui? Alors oui, il y a beaucoup d'évolutions et je laisserai justement mes collègues présenter les principaux résultats, mais en termes de méthode et de difficultés, l'enjeu majeur de la recherche, c'est bien sûr l'accès à la donnée, de la donnée parfois sensible. Et là, l'équipe a fait énormément de travail à la fois terrain. Il y a eu plusieurs centaines d'interviews pour justement aller voir les personnes, les Calédoniens. Et on a aussi eu du support notamment du Haut Commissariat et de l'ISE, parce qu'on a eu un peu en avant-première des données du recensement de 2019. Voilà, donc, un travail qui s'est effectué aussi évidemment avec les acteurs concernés en Calédonie, que ce soit les opérateurs miniers ou les mineurs en général. Le CNRT est une plateforme qui se veut consensuelle, où les sujets qui sont débattus, qui sont étudiés, sont validés par tout le monde. Et bien sûr, l'ensemble des acteurs ont été embarqués. Et plus précisément, les acteurs ou KNS dans le Nord et Valais et Premières Ressources dans le Sud. Alors, on va revenir sur les résultats finalement de cette étude, essayer d'en comprendre un peu la portée, notamment sur le développement socio-économique et territorial, et puis parler aussi des perspectives, parce que c'était bien aussi l'objet de cette étude, c'est de dégager aussi des perspectives de développement possibles. Alors, on va commencer avec vous, Samuel Gorouna, si vous le voulez bien. Je rappelle que vous êtes en direct de Bako, que vous êtes maître de conférence en économie à l'université. Médéric Suon le disait, hein, en matière de développement socio-économique, cette enquête fait apparaître des points positifs, des points négatifs. Est-ce qu'il y a plus de points positifs ou de points négatifs quand on parle de développement économique lié à l'activité du nickel? Alors, c'est sûr que l'activité du nickel est une activité très importante en Calédonie qui pèse lourd dans l'économie calédonienne. Donc, forcément, les effets sont importants d'un point de vue économique. Et donc, quand on regarde, c'était un peu l'objet de notre étude, de voir comment est-ce que l'activité minière influence, par exemple, l'emploi. Globalement, à proximité des sites miniers ou métallurgiques, l'effet est positif, c'est-à-dire que plus vous habitez à proximité des sites métallurgiques et plus vous avez de probabilité d'être en emploi. C'est vrai également pour l'emploi local. Par exemple, on a fait une étude en essayant de caractériser la probabilité d'obtenir un emploi quand on est natif en Calédonie, par exemple. On trouve que l'effet globalement sur le secteur privé en Calédonie n'est pas positif, sauf
pour le nickel. Donc des effets pour le nickel. Donc le secteur joue bien également le jeu de l'emploi local, sachant que c'est un secteur à haute technicité. Donc on a effectivement des effets positifs du point de vue de l'emploi. On a aussi des effets positifs sur ce que nous on a essayé de calculer comme étant le niveau d'équipement des ménages, qui est grosso modo une approximation de ce que pourrait être le niveau de vie des individus. C'est-à-dire qu'on regarde leurs équipements, là aussi ils ont des voitures, quel type de logement, s'ils ont des téléphones, machines à laver, etc. Donc différents équipements des ménages. Et là aussi, globalement, le fait d'être à proximité des usines et des mines a un effet positif. Après, quand on regarde dans les détails, effectivement, ces effets peuvent être différenciés, notamment entre la mine et la métallurgie. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, l'effet, par exemple, positif, notamment pour la mine, est plus vrai pour les hommes que pour les femmes. Il y a plus d'emplois partiels ou saisonniers, mais ce qui pour la mine, évidemment, on peut comprendre parce qu'il y a des chargements, etc. Donc, il y a des emplois saisonniers. Et puis, pareil également pour le niveau d'équipement des ménages, où là, on a des effets certes positifs globalement, mais quand on regarde dans certaines communes et pour les mines particulièrement, eh bien, l'effet peut être négatif du coup. Et c'est ce qui nous a aussi étonnés dans l'étude. Est-ce que ça veut dire aussi que les communes minières sont un peu avantagées par les communes non minières, ou est-ce que les économies peuvent se diversifier au-delà même du nickel dans les communes non minières ? Alors, ça dépend des sites. La métallurgie, c'est sûr que l'effet est très important et l'effet d'entraînement est très fort. Pour les sites miniers, par contre, là, c'est vrai que c'était particulièrement les sites de la côte Est, où on voit que l'effet n'est pas forcément positif, et même négatif pour certains endroits. Donc je cite souvent l'exemple de Kouawa et de Touo, où on a un site, une commune qui est minière à Kouawa, on a des niveaux d'équipement en moyenne qui sont inférieurs à ceux de Touo, par exemple. Donc du coup, c'est vrai que c'est étonnant parce que les personnes bénéficient des emplois, bénéficient des revenus issus de la mine, mais cela se voit cela se voit moins sur leur niveau d'équipement. Et ça, ce sont des questions qui sont très intéressantes à creuser, évidemment. Nous, on a fait une partie quantitative sur ces données-là un peu forte, mais il faut avoir aussi des éléments qualitatifs pour essayer d'expliquer pourquoi on peut arriver à de tels résultats. On met direction des points pour compléter ce que vient de dire Samuel Gorouna. Je pense l'étude a été lancée, bien sûr, avec une réflexion sur le rééquilibrage. Et ce que l'on voit, c'est que l'activité métallurgique est une activité qui est fortement contributrice en emploi, en habitation, etc., même si ça peut être différencié entre le nord et le sud. Et ça renforce le fait que l'activité métallurgique est clé pour la Nouvelle-Calédonie et qu'il faut tout faire pour la soutenir. Alors, on vient de parler avec vous, Samuel Gorouna, on y reviendra, des retombées économiques pour les communes, notamment par rapport à cette activité minière. C'est intéressant d'en parler aussi avec Gilbert David, qui est directeur de recherche à l'IRD, parce que finalement, on voit qu'en termes d'aménagement du territoire, ça a forcément eu aussi des impacts. Oui, alors je voulais un petit peu compléter ce que disait Samuel, parce que nous, on a travaillé sur les communes non minières. L'idée, c'était de se dire, est-ce que le nickel irrigue uniquement les communes minières ou est-ce qu'il y a des communes non minières qui sont irriguées par le nickel ? Donc on est allé chercher ce qui se passait à Lifou, on est allé aussi à Yengen, en se posant la question, est-ce qu'il y a des gens de Yengen ou de Lifou qui travaillent à la mine ? Notamment en termes d'emploi, donc. En termes d'emploi, voilà. Et après, est-ce que ces gens-là qui travaillent à la mine, que font-ils de leur salaire ? Est-ce qu'il y a des retombées sur l'économie locale ? Est-ce qu'ils investissent, etc. Alors, la réponse, c'est que ce qu'on a vu, c'est que quand les gens sont salariés, ils n'investissent pas. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser leur salaire pour aider leur famille, etc., etc. Par contre, quand les gens sont retraités, on voit que là, les retraités, une fois qu'ils sont sortis de l'activité, et puis il faut dire aussi que quand on travaille en usine, on est fatigué à la fin de la semaine. Donc, faire des coups de pêche et des coups de chasse et du jardin, ça demande aussi de l'énergie. Donc, les gens ne s'investissent pas trop là-dedans, donc on ne réinvestit pas.
on peut dire. Par contre, quand on est retraité, là, on va utiliser sa retraite et un peu d'économie qu'on a peut-être pu faire pour lancer des activités. Et ça, c'est intéressant. Alors, ce qu'on a aussi regardé, c'est quelle était la politique au niveau de KNS, au niveau de l'emploi. Alors, on a vu un petit peu ce qu'on appelle la théorie de l'escargot. C'est-à-dire qu'on voit que on cherche d'abord à employer les gens de la commune, hein, de Vaud, et puis après, on va chercher un petit peu plus loin. Si on ne trouve pas les compétences requises sur Vaud, on va chercher sur Connay-Pointe-Boute, etc. Et puis, on va de plus en plus loin. Ça peut aller après sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Calédonie, ou même si on ne trouve pas à l'extérieur. Mais donc, il y a priorité à l'emploi local. Alors, on a parlé, déjà vous en avez parlé, Samuel Gorouna, de la priorité à l'emploi local. Un mot peut-être sur les sous-traitants, parce qu'on sait que les entreprises sous-traitantes sont très très importantes dans l'activité minière. Est-ce qu'il y a eu des points qui ressortent sur cet aspect-là ? Alors, sur la sous-traitance, Médéric a parlé des sources de données. Oui. Alors, c'est vrai qu'au début, on était un peu ambitieux en pensant pouvoir faire des analyses précises d'un point de vue géographique, notamment descendre au niveau des communes, voire plus ce qu'on appelle les iris dans le découpage avisé et à l'INSEE. Ce qui s'est passé pour la sous-traitance, c'est que nous n'avons pas eu des données précises sur notamment pouvoir avoir la zone géographique de la sous-traitance, parce que c'était un peu ça l'idée. Si vous aviez une activité métallurgique, si on prend l'usine du Nord par exemple, dans quelle mesure est-ce que cela bénéficie aussi aux entreprises de la zone, puis au-delà de la zone, etc. Et donc ça, on n'a pas eu, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu une précision sur ce sujet-là. Ce qu'on a en sous-traitance, du coup, c'est que global. Et effectivement, la sous-traitance, au niveau de la mine et de la métallurgie, c'est quelque chose qui est très, très important. Je peux vous donner quelques chiffres. Hein. C'est pour la sous-traitance de la mine, par exemple. Sur la période qu'on a étudiée, c'est 110 milliards en 8 ans. Sur la métallurgie, c'est 260 milliards en 8 ans également. Donc voilà, c'est des sommes qui sont quand même très très importantes. Mais voilà, on n'a pas pu étudier précisément si ça rentre que dans la commune minière ou comment ça sort, combien sortent, vont au-delà de VKP, de province Nord, de province Sud, etc. Alors Samuel Gorouna, quand on parle développement socio-économique, l'un des indicateurs, et on en a déjà parlé avec vous et avec les autres invités, c'est évidemment la question de l'emploi. Mais est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui apparaissent aussi dans cette étude ? Alors, du point de vue des actifs, voilà, de ce qui peut être aussi socio-économique, il y a aussi l'aménagement du territoire. Je pense qu'il est important également. C'est vrai que les différents projets, c'est quand même connu, mais il faut le rappeler. Ça dépend aussi des politiques publiques que mettent en place les collectivités autour des projets. Donc c'est pour ça que vous avez un aménagement, et les géographes l'ont bien montré, autour de VKP qui est très différent de tout l'aménagement qu'il peut y avoir autour de l'usine du Sud, par exemple, à Vallée, puis pour les ressourcer aujourd'hui. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir des investissements également des collectivités autour, ça favorise l'effet d'entraînement, et ça favorise évidemment toutes les activités alentour, notamment qui vont permettre la diversification économique dans la zone. Sur ce point-là, Gilbert David ? Oui, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, en fin de compte, la Konetiwaka a joué son rôle pleinement. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu la Konetiwaka, quand l'usine du Nord s'est mise en place, on n'aurait pas eu un bassin d'emploi aussi important. La route étant en place, on a pu avoir un bassin d'emploi qui allait dans la chaîne. Et donc là, ça a été, a posteriori, on a vu que c'était un équipement qui était essentiel. Et là, le rééquilibrage entre la côte Est et la côte Ouest a fonctionné. Sachant que les usines sont implantées dans des endroits très différents les uns des autres. Hein. La SLN, on le sait aujourd'hui, c'est quasiment dans la ville. L'usine du Sud, c'est, pardonnez-moi l'expression, un peu au milieu de nulle part. C'est-à-dire que il y avait une densité de population très très faible, alors que la zone VKP était déjà un peu plus fournie, même si elle s'est beaucoup développée avec l'apport de l'usine, Médéric Suon. Mais c'est aussi une des parties de l'étude qui a été réalisée de comment ces nouveaux emplois vont impacter les populations, les salariés qui vont
devoir être mobile vis-à-vis de ses emplois et donc comment ça impacte la famille, comment ça emploie ou que typiquement l'emploi des femmes va impacter aussi la cellule familiale et bien sûr que ça peut changer au niveau de la coutume. Donc il y a eu vraiment une approche là anthropologique sur le sujet et avec tous ces interviews que j'évoquais. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu ces cartes cognitives. Donc, en gros, les gens ont pu s'exprimer et on a pu voir quelle représentation avaient les uns et les autres par rapport à l'activité minière, par rapport à la métallurgie. Et ce qu'on peut voir, ou ce que j'ai appris, moi, c'est qu'il y a des sensibilités très différentes entre les groupes d'âge. Les plus anciens sont plus dans une démarche un peu politique ou dans cette volonté de rééquilibrage. Les plus jeunes sont plus sensibles directement sur de la pollution. Voilà, donc c'est des clés aussi qui nous aident à mieux comprendre et à aller toujours vers cette acceptation sociale. Ça veut dire que justement dans l'étude, vous avez pris en compte aussi tout ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ? Bien sûr, ça démontre que ces démarches-là sont d'autant plus clés pour l'acceptation de ces types d'activités sur le territoire. Et juste avant de parler des perspectives au niveau du CNRT, je souhaitais aussi appuyer sur le fait qu'on a souhaité financer la mise en place d'une base de données pour que les données qui sont parfois difficilement acquises ou pas si simples d'obtention soient bien mis à disposition des uns et des autres, des futurs chercheurs qui puissent reprendre les travaux, mais aussi de la société civile pour que ça démystifie parfois un petit peu des mythes autour de la mine. Et effectivement, sur tout ce qui est responsabilité sociétale et acceptation sociale de l'activité minière et métallurgique, le CNRT, dans sa nouvelle programmation, va continuer à travailler sur ces sujets qui sont hautement importants pour la Calédonie. Alors avant de devenir ce que pourra devenir cette étude, est-ce qu'elle pourra susciter, Samuel Goronin, on a parlé de l'emploi, on a parlé de l'aménagement du territoire, est-ce qu'il y a d'autres points ou un autre point qui vous semble important sur cette étude du CNRT, et notamment sur les conséquences socio-économiques du développement de l'activité nickel ? Alors, je pense qu'il y a un élément aussi qui était relativement intéressant, ce qu'a déjà évoqué un peu Gilbert tout à l'heure, c'est en termes de mobilité et comment est-ce que ce qui est fait à l'usine du Nord, par exemple, ou à l'usine du Sud, arrive à du coup, à améliorer les situations des individus également au-delà de la commune minière ou de la zone en question. Et je pense que ça, c'est relativement intéressant. En gros, c'est du désenclavement, quoi. Oui, et il y a aussi la mobilité qui n'est pas uniquement je vais vers un endroit où il y a de la mine et puis grosso modo j'y suis, j'irai, etc. Mais il y a beaucoup d'allers-retours aussi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui je pense, est relativement important dans le sens où ce secteur, il impacte vraiment toute la Calédonie, toutes les provinces, y compris la province des îles, Gilbert l'a mentionné tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est quand même relativement important. Le secteur de la mine et de la métallurgie, ça concerne tout le monde. Médiaction. Oui, pour ajouter sur ce que disait Samuel, on voit notamment des trajectoires de vie avec des montées en compétences grâce à ces métiers dans l'industrie et ensuite des gens qui vont se reconvertir dans des services ou dans d'autres activités mais qui utilisent les mêmes compétences de conduite d'engin, de gestion, etc. Donc c'est aussi une manière d'irriguer l'économie et la société, y compris jusqu'aux îles, finalement, par l'activité. Gilbert David. Oui, hier s'est tenue la soutenance de thèse de Valentine Boudjema. C'était la thèse, l'unique thèse qui était associée à ce projet. Et donc, elle a beaucoup travaillé avec les responsables RSE. Et il y avait une réflexion intéressante des membres du jury qui disaient « Ouais, mais souvent les responsables RSE, c'est un peu du greenwashing, etc. » Et donc, l'idée, c'était qu'en Nouvelle-Calédonie, c'était différent. C'est vraiment une spécificité ici. Le RSE est vraiment le responsable RSE est vraiment quelqu'un qui est à l'interface. Il a à la fois les pieds dans l'usine et il a les pieds dans la tribu.
et il fait vraiment le lien. Et donc ça, c'était quelque chose qui a beaucoup intéressé le jury parce que c'était pas courant. Et donc c'était vraiment des vrais RSE. Et ça apparaît dans l'enquête du CNRT. Bien sûr, ça fait partie, c'est un élément fort de la thèse à Valentine, hein, qui a aussi, alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand on a regardé comment les salaires sont employés. Alors pour les salariés, en fin de compte, quand ils utilisent le salaire chez eux, c'est principalement amélioration de l'habitat. Ça, c'est très très clair. Et puis aussi les voitures. Donc voilà. Et donc, mais par contre, alors ce qu'on a voulu faire aussi, c'était se poser la question. Moi, quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, c'était en 91. C'était à une époque, on pourrait dire, le roi nickel était là. Hein, donc personne ne se posait de questions. Maintenant, c'est de se dire, avec l'évolution, est-ce que la vision des Calédoniens sur le nickel a évolué? Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle les représentations sociales, et on se rend compte en effet qu'il y a un petit peu un clivage entre les jeunes et les vieux. Mais enfin, donc on a interrogé 500 000 personnes qui, dont 70% étaient, 17% étaient dans l'emploi du nickel, 70% étaient liés au nickel par la famille et 30% extérieurs. Et donc on leur a demandé une technique simple, hein. Vous demandez aux gens, voilà, quand je vous dis la mine aujourd'hui, qu'est-ce qui sort dans votre tête? Dites-moi le plus rapidement possible les mots qui vous viennent à l'idée. Et puis on demande après la même chose, la mine dans le futur. Résultat des courses, on voit que les mots, 10% des mots les plus cités, c'est nickel et pollution. Et puis après, c'est emploi, camion, environnement, travail, économie. Donc on pourrait dire moitié-moitié. Moitié-moitié l'apport économique, et après, moitié-moitié, l'interrogation environnementale. Et donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant, je pense, pour les opérateurs miniers, de se dire l'image que du nickel a changé en Nouvelle-Calédonie et que la composante environnementale devient forte. Alors justement, c'est la question suivante, mes directions. Et maintenant, que va-t-on faire de cette étude, puisqu'elle a amené peut-être des éléments de connaissance qui jusqu'à présent n'étaient pas formalisés, on va dire, qui sont aujourd'hui beaucoup plus formalisés. Ça pourrait servir, pourquoi pas, à développer les activités de demain. Enfin, quel est le but de cette enquête? Vers quoi vous voulez aller maintenant qu'il y a ces données? Donc, dans la nouvelle feuille de route du CNRT, le sujet de l'acceptation sociale de l'activité du nickel fait partie des priorités. Et donc, on va bien capitaliser sur toutes les données, toute la connaissance qui a été réalisée. Et dans les actions de transfert que le CNRT souhaite faire, bien sûr, on travaille avec les provinces qui font partie du CNRT aussi pour voir sur les indicateurs ou les méthodologies, si ça peut être aussi intégré typiquement pour l'évaluation des politiques public. Il y aura bien sûr les transferts sur toute la donnée, et notamment tout ce qui est représentation. C'est très très intéressant pour les opérateurs miniers, les personnes RSE, parce que la communication n'est pas forcément facile avec toutes les populations, etc. Chacun perçoit les choses selon sa compréhension. Donc ça, c'est tous des éléments sur lesquels on va pouvoir valoriser tout le travail de plus de 3 ans qui a été réalisé avec l'UNC et l'IRD. Et sur la suite, le CNRT va continuer à animer différents projets et différents regroupements autour de la RSE et de l'acceptation sociale. On est en contact aussi avec l'Australie et d'autres pays miniers pour justement essayer de trouver des meilleures pratiques pour aller vers toujours plus d'acceptation de la mine et de son environnement. Et son environnement. Alors, au-delà de ces questions très précises, Samuel Gorouna, c'est un travail de 3 ans qui arrive, j'allais dire, à point nommé. Est-ce que vous considérez que c'est le cas? Alors qu'on sait qu'il y a des discussions importantes sur l'avenir de la Calédonie et que le nickel va faire partie intégrante de ces discussions. Est-ce que vous pensez que du coup cette étude arrive à point nommé dans le timing de ces discussions? Alors bon, faut être modeste sur notre rapport et ce qu'on apporte à la discussion, mais de manière générale, tout le monde sait que le nickel en Calédonie pèse énormément, et d'ailleurs les difficultés actuelles des grands acteurs du nickel en Calédonie font que ça va forcément faire partie des discussions. Il me semble que Darmanin arrive avec également le ministre de l'économie. C'est ça, Bruno Le Maire, oui. Donc voilà, donc je pense que c'est évident. Après, c'est vrai que notre apport, c'est de voir un peu précisément quels sont les effets. Il y a des éléments, on parle de perspectives tout à l'heure, il y a des éléments par exemple qui nous ont été remontés sur les structures familiales. Enfin, nous on a eu
des analyses positives, disons, avec des indicateurs positifs sur l'emploi, le niveau d'équipement, etc. Mais est-ce que sur les structures familiales, est-ce que c'est quelque chose qui est forcément toujours positif? Voilà, ce sont des questions qu'on peut se poser. On n'a pas parlé de l'environnement, mais ça fait partie évidemment des choses qu'il faudrait regarder également. Et c'est hyper important également dans ce qui va être aujourd'hui quelque chose d'hyper important, ce qui est l'acceptabilité sociale de la mine, de la métallurgie. C'est pas évident aujourd'hui. Ça a été un peu dit tout à l'heure avec les pourtant, ça rencontre visiblement des préoccupations très actuelles. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois d'être venus pour nous parler de cette étude menée par le CNRT. Elle est disponible, Médéric-Sion, si un auditeur souhaite sur le site du CNRT. C'est lisible ou c'est il y a toutes les informations et le rapport final sera rendu dans quelques semaines. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et il y a une plaquette. Voilà. Oui. Donc on aura l'occasion d'avoir peut-être une version simplifiée et pour en sortir les éléments principaux. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ces jeudis de l'économie qui seront évidemment comme chaque semaine disponibles dans un instant en réécoute pour ceux qui le souhaitent sur notre site internet rrb.nc. Bel après-midi à tous.